Digital Congo, la télévision numérique. Les 19 millions de dollars américains pour lesquels il est accusé se trouveraient à la banque. Constant Mutamba, ancien ministre de la Justice, a fait cette affirmation ce mercredi lors de son procès devant la Cour de cassation, une audience qui aura duré toute la journée. Sa chanson Magoda lui a mis devant la justice ce mercredi. Héritier Wata devrait s'expliquer au parquet près le tribunal de grande instance de la Gombe sur cette production musicale jugée contraire aux bonnes mœurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Digital Congo pour vous informer. Avant de développer ces titres, prenons d'abord cette nouvelle. On ne connaît toujours pas les raisons de son interpellation. Papi Tamba a été arrêté hier mardi alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion à l'aéroport d'Ndjili pour la Côte d'Ivoire. Le président du club de football, TP Les Croyants, devrait s'y rendre avec ses joueurs pour un séjour de travail destiné à finaliser un partenariat sportif avec un club ivoirien, à croire ses proches. Ce cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a été conduit dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, ANR, où il est actuellement entendu sans qu'aucun mandat d'arrêt ne lui soit présenté, selon toujours ses proches. C'est une audience qui aura duré toute la journée. Constant Mutamba a été face au juge de la Cour de cassation ce mercredi, accompagné de ses avocats. Le procès est entré dans sa phase du fond après rejet de 2 exceptions soulevées par la défense de l'ancien ministre de la Justice. Parmi les faits les plus importants à retenir, c'est que Mutamba souligne que les 19 millions de dollars pour lesquels il est accusé sont toujours à la banque. Retour sur cette journée d'audience avec Trésor Ngoudia et Olivier Abedi. Quelques heures avant les débuts du procès, le prévenu Constant Mutamba s'est présenté à la Cour de cassation dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Tout de suite après les débuts de l'audience, ses avocats ont soulevé la violation de procédure à l'Assemblée nationale qui avait voté à main levée au lieu d'un vote secret pour autoriser les poursuites judiciaires de l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il fustige aussi le fait que le parquet n'ait pas clôturé les dossiers avant de saisir l'Assemblée nationale. Après plus d'1 heure de pause, la Cour a rejeté les 2 exceptions soulevées par les avocats de Mutamba avant d'ordonner la poursuite de l'audience. Face aux questions de la Cour, l'ancien ministre de la Justice affirme n'avoir détourné aucun dollar de l'État avant de préciser que les 19 millions de dollars sont bel et bien en banque. Dans le même temps, Constant Mutamba a rappelé qu'avant son accession à la tête du ministère de la Justice, 17 millions de dollars sur les comptes Frivo ont disparu sans trace. Après une première audience le 9 juillet dernier axée sur la procédure, cette comparution marque le début de l'instruction sur le plan du fond du dossier. Constant Mutamba est accusé des détournements présumés des 19 millions de dollars liés à un projet de construction d'une prison à Kisangani. Ses avocats dénoncent un procès politique. Et pour compléter Trésor Ngoudia, il faut dire que le procès est pour l'instant suspendu et renvoyé au 30 juillet prochain. Nous allons continuer à le suivre à travers nos reporters.
L'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda à Washington continue à marquer l'actualité. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a animé ce mercredi 23 juillet 2025 une conférence débat à l'université de Kinshasa autour du thème « Au cœur du processus de pacification de la RDC ». Le ministre Muyaya a expliqué aux étudiants de l'UNIKIN et à toute la crème intellectuelle présente le contenu de cet accord. Les échanges ont été enrichissants. Les étudiants se sont d'ailleurs décidés de s'approprier le nouveau narratif pour un Congo meilleur. Après la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier, le gouvernement joue la carte de la transparence. Voilà qui avait justifié le briefing de presse co-animé avec la ministre des Affaires étrangères, Kayikwamba, à peine revenu de Washington. Et puisqu'il avait promis, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, est ce jour à l'université de Kinshasa. L'UNIKIN est mobilisé autour du thème « Au cœur du processus de pacification de la RDC ». Étudiants et crème intellectuelle reçoivent les explications détaillées du ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement sur cet accord. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, n'a épargné aucun détail des origines de ce conflit à l'est de la RDC. En 1994, à ce jour, le ministre Muyaya l'a démontré. Le Rwanda profite de la déstabilisation de l'est de la RDC pour asseoir son économie. Le changement du narratif est revenu tout au long de cette matinée de sensibilisation et d'explication de l'accord de paix par le ministre Muyaya. L'exercice d'aujourd'hui consistait à parler à ceux qui représentent de petites lumières pour qu'eux puissent comprendre la vision de la paix du président de la République, les efforts consentis qui nous permettent aujourd'hui d'envisager le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans les parties sous occupation, qui sera la base pour la construction d'un développement intégral de cette partie du pays. Il était donc important pour nous de venir, d'expliquer la genèse du conflit, les parcours qu'on a fait, les différentes prises de position du président de la République qui nous ont permis d'atteindre ces niveaux où on entrevoit le retour de la paix. Bien capté par la crème intellectuelle et intériorisé par les étudiants qui l'ont manifesté à travers une participation active au débat qui s'en est suivi et avec des réponses claires du ministre. Vous avez vous-même suivi la ferveur avec laquelle l'auditoire a suivi le ministre. Certes, il a un verbe facile et agréable, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'a pas péché dans le désert. Et puisque le porte-parole du gouvernement l'a dit, il faudrait lire l'accord pour mieux en cerner le contenu. C'est toute l'assistance qui a eu droit à une copie du texte. Pour l'instant, on est donc face aux incompréhensions suscitées par le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. La coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN, a tenu à en savoir un peu plus. Mardi 22 juillet, ces chefs spirituels ont échangé avec les initiateurs du projet au centre interdiocésain, se disant convaincus par la vision et la démarche. La CIN a officiellement rejoint la dynamique, renforçant ainsi l'élan national autour de cette initiative portée par la SENCO et l'ECC. On fait le point avec Anita Mwadi. Les bureaux du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble, portés par la SENCO et l'ECC, poursuit ses échanges avec les forces vives de la société. Ce mardi 22 juillet 2025, il a reçu le chef spirituel, membre de la coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN. Ces leaders religieux sont venus, à l'instar d'autres plateformes, chercher des éclaircissements sur l'initiative du pacte social, parfois mal interprété ou caricaturé à tort comme un projet dirigé contre la République. Ces furent des échanges constructifs qu'ont eu les chefs spirituels, membres de la coalition interconfessionnelle pour la nation et les bureaux du pacte social, représentés par Monseigneur Donatien Chollet, le pasteur Eric Senga et maître Didier Moumengi, ce mardi 22 dans la salle de réunion du nouveau bâtiment du centre interdiocésain de la Gombe.
Pendant 1 heure, le chef spirituel a découvert la vision profonde du pacte, une dynamique de dialogue, de cohésion et de reconstruction sociale centrée sur la dignité humaine et la paix durable. Sorti convaincu, le chef spirituel ont exprimé leur ferme engagement à accompagner intense cette initiative, notamment à travers la communication et la vulgarisation. Le révérend Fidel Yehidia, coordonnateur de la plateforme, l'a clairement affirmé à la sortie des échanges. Parce que nous avons compris de quoi il s'agit, parce que nous avons compris que ce projet est bénéfique pour la nation. Donc nous pensons qu'au-delà d'autres apports que nous ne pouvons pas tous détailler ici, mais nous nous approprions de ce projet. Il n'est plus le projet de la SENCO et de l'ECC. Je pense que maintenant c'est aussi le projet de la CIN et le projet de toutes les forces vives que nous sommes en train de fédérer autour de nous. Tous vont s'approprier de ce projet afin que tout le monde comprenne vraiment de manière plus éclairée la quintessence de ce projet. Une rencontre des plus, une adhésion de taille. Après la cure, plateforme chère au révérend Dodo Kamba et la dynamique de jeunes, c'est un nouveau signal fort de soutien national à cette initiative portée par la SENCO et l'ECC. Un signe que le pacte social gagne en compréhension, en soutien et en légitimité. Et puis la paix est également recherchée dans la province de l'Ituri, minée par l'insécurité. Et cette quête de la paix n'est pas l'apanage des autorités politico-sécuritaires. En ce jour, dans la ville de Bunia, l'artiste musicien Mukulu Abankulu, dit Mfalme, a lancé un message fort aux jeunes de l'Ituri à quitter la brousse pour ceux qui y sont et à déposer les armes et à s'investir pour la paix. Impressionné par l'élan de développement à Bunia, il n'a pas toutefois caché son inquiétude face à la persistance des violences dans le territoire de Djougou, notamment à Lopa et Nizi. On l'écoute dans ce propos recueilli par Vérité Johnson. Par rapport à ce qui se passe à côté de Lopa, Djougou, je demanderai à toute la jeunesse de quitter la forêt, de rejoindre la vie normale ou soit d'intégrer l'armée nationale. Parce qu'en RDC, nous avons qu'une seule armée, le FARDC. Donc que personne ne vous trompe, le pays ne sera plus déchiré. Nous sommes dans un pays démocratique. Si tu veux être gouverneur, si tu veux être président de la République, tu n'as qu'à patienter les élections de 2028. C'est inutile de distraire le peuple, la jeunesse, parce que les FARDC sont là pour restaurer la paix. Donc tout Congolais, tout jeune comme moi, doit soutenir le FARDC à 100%. Tous ces bandits que vous voyez en train de manipuler les jeunes cherchent des positionnements politiques. Et on ne peut pas chercher des positionnements politiques en créant des massacres, en créant des guerres ethniques. Nous sommes unis, nous sommes un peuple. Le tribalisme doit laisser la place à la cohabitation pacifique. Et la haine doit céder la place à l'amour. Poursuite de la mission d'itinérance du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Pour hier mardi, le général Israël Kantou Bakoulou a mis le cap sur le commissariat urbain de la Funa. C'était une occasion pour le numéro 1 de la police ville de Kinshasa de rappeler ses troupes à l'ordre et au respect des droits humains suite aux abus constatés de leur part. Reportage Émile Senga. C'est au terrain à Sosa, dans la commune de Kassavubo, que le général Israël Kantou s'est adressé aux différentes unités de la police regroupées pour la parade. Il leur a rappelé les règles d'or du bon fonctionnement de la police, la discipline, la mission principale de la PNC, celle de sécuriser la population et ses biens, le patriotisme, l'apolitisme et le respect des droits humains et de l'homme. Le commandant de la ville a dénoncé divers abus constatés dans les chefs de certains éléments avant de le mettre en garde. Population à Sali Bisotonia, pour que le cousin Bissibisoni, il a créé une police sociale congolaise avec la mission de sécuriser la population et garder ses biens. Là, le chef, là, il y a 2 ans devant le Moussouté, il y a combattu le chef Nabiso, là, il y a c'est que ceux qui te saluent Moussala Malamouté, à vous faire pas coûter, à vous faire importer, de recevoir ténité, de recevoir nous sommes redevables à cette population. Et c'est le biso, dans la moussala, la discipline, les amis, qu'on botte l'auté, qu'on s'occupate, qu'on finate, qu'on carabicamera, qu'on a la terre, et les ennemis à côté de Sabango.
La population qui a assisté, nombreuse à cette parade, ne s'est pas empêchée d'ajouter, au dire du général, certains d'autres abus. La parade du jour s'est terminée par la présentation de 25 jeunes, bien identifiés comme des Koulouna arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo 2. La population qui a applaudi cette présentation a été conviée, à travers ses représentants, à une réunion de proximité avec le commissaire divisionnaire Israël Kantou. Profitant de la présence du général, le bourgmestre des communes de Kalamou, Bandalungwa, Ngiringiri, Kassavubu, Bumbu et les forces vives du district de la Funa ont soumis diverses doléances à leur hôte, lesquelles ont reçu des réponses appropriées du chef de la police de Kinshasa. Direction maintenant la ville de Béni où le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et Front Nord a pris officiellement ses fonctions. Le général de brigade Mugisa Mouleka Joseph a pris les commandes au cours d'une cérémonie de remise et reprise qui a eu lieu sur la colline mythique de Païda, siège de l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, dans un climat de paix, de discipline et de cohésion où un aperçu général en termes administratifs, logistiques, opérationnels et de renseignement lui a été présenté. Reconnaissons la tâche difficile mais pas impossible à accomplir le commandant secteur opérationnel. Le général de brigade Mugisa Mouleka Joseph a appelé les membres de son état-major à la discipline, au travail ainsi qu'au sens élevé du patriotisme, surtout en cette période d'agression injuste de la RDC. Lui aussi, par contre, il est arrivé dans la province de l'Ituri depuis dimanche. Le général-major Ilunga Edmond, chef d'état-major adjoint en charge des opérations militaires et du renseignement au sein de la force terrestre des FARDC, séjourne à Bunia, en provenance de Kisangani, dans la ville voisine, dans la province voisine de la Tchopo. Ce haut responsable militaire est arrivé pour une mission d'inspection et de commandement dans une région toujours marquée par des défis sécuritaires majeurs. Pour l'heure, aucune communication officielle n'a été faite à la presse sur la raison de cette mission. Retour à Kinshasa pour parler de cet accident de circulation qui a eu lieu mardi dans les marchés Matadi-Kibala. Un jour après cet événement tragique, c'est la scène de chaos qui se présente sur place avec une émotion toujours palpable auprès de la population trouvée sur place. Ce choc qui a coûté la vie à au moins 6 personnes suscite colère et indignation. Josaphat Ngoma et Josué Mazoa étaient sur place ce mercredi. Les séquelles du drame sont encore visibles sur les lieux de l'accident. Les carcasses de véhicules broyés témoignent de la violence de l'impact. Le camion remorque, en panne de frein, avait percuté plus de 3 véhicules sur sa trajectoire, causant la mort de plusieurs personnes et faisant de nombreux blessés, dont des passagers des transports en commun et quelques personnes qui vendaient aux abords de la chaussée. Pour ceux qui fréquentent ces lieux de négoce, c'est un accident de trop. Ce camion remorque a perdu ses freins depuis Kimvula jusqu'ici à l'intérieur du marché. Beaucoup sont morts, mais ici, une seule personne a perdu la vie. C'est à cause d'un problème de frein que ce remorque a percuté plus de 8 véhicules, causant ainsi de nombreux morts. Nous demandons aux autorités de nous faire un marché moderne pour éviter ces incidents. Nous demandons l'application stricte de la décision qui exigeait que le gros camion ne circule qu'à partir de 22 h. Cela permettait réellement d'éviter ce genre d'accident. Décidément, la route nationale numéro 1 à hauteur de Matadi-Kibala devient un danger permanent. Après ce énième drame, la population fixe à nouveau ses yeux sur les autorités dès qu'elle attend une solution proportionnelle. Et un autre drame, on en parle dans la ville de Béni au Nord Kivu, où un avion de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, s'est écrasé ce mercredi 23 juillet à Ishango, dans le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Selon des sources proches de l'ICCN, le crash a coûté la vie à 2 éco-gardes. Elles n'ont pas néanmoins indiqué les véritables circonstances de ce drame. Pour l'instant, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur l'incident, ajoutent les mêmes sources.
On va maintenant à l'Agence nationale de l'électrification en milieu rural et périurbain ANSER qui totalise 5 ans depuis son opérationnalisation en 2020. Ce mercredi 23 juillet, un espace de réflexion a été organisé à Kinshasa afin d'évaluer son action et de faire une projection sur les années à venir. Ça également, on va y revenir certainement dans nos prochaines éditions. On se rend à présent à Beni au Nord Kivu où l'actualité reste dominée par la mort de l'artiste Kirongozi Ekole Josué, connu sous le nom pseudonyme de Jos X20. La plupart de ses fans et proches ont témoigné sur un jeune très engagé dans la recherche de la paix et qui prônait l'espoir et l'optimisme. Retour sur ces funérailles qui ont eu lieu lundi 21 juillet 2025 avec notre permanent à Beni, Mervedi Calmer. Que de l'émotion au cimetière de Beni Massiani où le cœur de Josh X20 a été déposé. Certes, l'artiste parti, mais il laisse un bon témoignage. J'ai été logé dans une chambre, lui était juste un voisin à moi. Je le connais comme un artiste très engagé. Il faisait du bon travail, il a produit plusieurs chansons. D'ailleurs, ce matin, j'ai suivi l'une de ses chansons dans laquelle il parlait de la guerre de Beni. Et il encourageait la population de la région de Beni à la résistance et aussi à la résilience et à continuer de garder de l'espoir qu'il y aura tôt ou tard du changement. À Kisangani, ce que les étudiants peuvent retenir de ces traces, c'est notamment une chanson qu'il avait dédiée à tous les étudiants ressortissants de Béniville. Celle qui est en train de jouer. Celle qui est en train d'être jouée. C'est que ça nous fortifie de voir qu'il était engagé dans la réconciliation, dans de bonnes valeurs. Il était quelqu'un qui motivait les autres. Il était le premier à assister même dans la chanson. Il faisait un appel qu'à cas de bonheur, à cas de malheur, soyons toujours là pour nous assister mutuellement. Quand on nous a habité, il était venu chez moi, il me dit vraiment Jean, on va vous gagner aujourd'hui. Moi aussi quand on a fait Bitterel au Barcelone, je suis parti voir mon frère ami. Vraiment, je pleure pour lui, que son âme repose en paix. Il était comme un grand frère à moi, il était comme un conseiller à moi. Il me conseillait souvent, il me parlait beaucoup. Il me dit vraiment, mon frère, c'est ça la vie. Il m'a montré tout ce qui s'est passé, tout ce qui peut arriver dans la vie. L'artiste ne meurt jamais, mais vit éternellement à travers ses œuvres, dit-on. C'est un riche répertoire que laisse Josh X20 dans l'œuvre collective Fils de Beni, à laquelle ont pris part plusieurs artistes de la région. Parti pour Arwani Touri pour des raisons professionnelles, c'est là que la mort l'a trouvé après un malaise de courte durée, témoignent ses proches. Et si à Beni, un artiste est mis en terre, à Kinshasa, un autre artiste est trempé maintenant dans une affaire judiciaire à cause de sa chanson jugée polémique. Il s'agit bien, comme vous le voyez sur cette image, d'Heritier Watanabe qui était auditionné ce mercredi au parquet général près le tribunal de grande instance de la Gombe pour s'expliquer autour de sa chanson intitulée Magoda. C'est son directeur marketing et chargé de la communication qu'il a dit à nos confrères de l'agence congolaise de presse ACP. On se souvient que la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles CNCCS a interdit la diffusion de cette œuvre sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Évoquant un contenu jugé contraire aux bonnes mœurs, cette prise de position est accentuée après l'attitude jugée provocante du chanteur lors de son concert le 18 juillet à la place de l'échangeur dans le cadre du Festival mondial de la musique et du tourisme. Malgré les avertissements de la Commission nationale de censure, Heritier Watanabe a continué de défendre sa création. Je le disais tantôt, l'Agence nationale de l'électrification en milieu rural et périurbain ANSER totalise 5 ans depuis son opérationnalisation en 2020. Ce mercredi 23 juillet, un espace de réflexion a été organisé à Kinshasa afin d'évaluer son action et de faire une projection sur les années à venir. Reportage Gad Mokiako et Beni Tandou.
Retour d'expérience pour les passages à l'échelle, c'est sous ces thèmes que l'Agence nationale de l'électrification en milieu rural et périurbain ANSER a célébré ses 5 ans d'existence depuis son opérationnalisation en 2020. Une occasion pour le directeur général de l'ANSER, Cyprien Moussimar, de dresser un bilan visiblement positif et de faire une projection vers l'avenir. Ce jour, nous célébrons les 5 années d'action, de progrès et de transformation au service de nos territoires. Les 5 années d'un engagement collectif au service d'une ambition simple mais puissante. Donner la lumière là où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la question de l'accès à l'électricité pour tous n'est plus un vœu pieux. L'ANSER a exprimé sa gratitude à l'endroit du président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour son ferme engagement en faveur de l'électrification du Congo profond. Le trophée Mwinda lui a été remis à travers son directeur des cabinets adjoints en matière économique et financière. Par ailleurs, les ministres d'État, ministre du Développement rural Moindo Nzangi et les ministres des Ressources hydrauliques et de l'électricité Teddy Luamba ont salué le travail qu'a l'ANSER tout en décrivant cette structure comme un des véritables outils dont le gouvernement se sert pour le développement à la base. Aujourd'hui, on sert dans les dispositions de la loi, c'est le groupe, parce que l'électrification rurale, aujourd'hui, nous avons un taux qui est très faible. Aujourd'hui, estimé à 20% d'électrification en termes global en RDC. La RDC s'est mise au pas dans le compact énergétique qui est dans la mission M3. Un protocole d'accord a été signé entre l'ANSER et la société Angélique International Limited, représentée par son directeur général, Devang Akbari, notamment pour l'approvisionnement et la production des centrales hydroélectriques. Coût du projet 175 millions de dollars américains, ciblant 300 000 ménages. Globalement, les plans stratégiques de l'ANSER entre 2025 et 2030 prévoient un taux d'accès de 52% en milieu rural et périurbain. L'actualité, c'est aussi ce mémorandum d'entente signé en début de semaine entre le gouvernement provincial du Tanganyika et la firme égyptienne MSH. Il prévoit notamment l'aménagement de la voirie urbaine de Kalemi et l'exécution de plusieurs autres projets d'infrastructures à impact visible. Bénédicte Ndembe et Jean-Émile Senga nous en disent plus. C'est une étape majeure pour le développement du Tanganyika. Un mémorandum d'entente a été officiellement signé en début de semaine entre le gouvernement provincial et la société Égypte d'Al Amarad Ingénierie, marquant ainsi le début d'un partenariat stratégique entre les deux parties. Devant les élus provinciaux, les membres du gouvernement et les représentants de l'entreprise, le document a été lu, séance tenante par les directeurs des cabinets du gouverneur Christian Kitungwa. Il y prévoit notamment la construction de la nouvelle ville de Kalemi, l'aménagement de la voirie urbaine, ainsi que plusieurs autres projets d'infrastructures à impact durable. Le présent mémorandum d'entente a pour objet de formaliser l'intention des parties d'établir un partenariat stratégique pour le développement de la province du Tanganyika à travers la réalisation de projets d'infrastructures et de développement économique à forte valeur ajoutée avec le soutien technique et opérationnel de Al Amarat Engineering. La délégation d'Al Amarat, conduite par son directeur Amour Sami, s'est dit honorée par cette collaboration et est prête à engager une coopération sincère, ambitieuse et à long terme. En fait, j'avais déjà une idée primaire de la province et des problèmes d'inondation auxquels elle fait face. Et on avait déjà beaucoup discuté lors de la visite de son Excellence le gouverneur en Égypte. Et cette visite-là ici à la province de Tanganyika, c'est pour l'objectif de faire une visite en prospection et de voir à l'œil nu les problèmes et les défis à faire face. Cette rencontre est l'un des résultats concrets du récent séjour du gouverneur Christian Kitungwa Muteba en Égypte. Fidèle à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, axé sur le développement à la base, le chef de l'exécutif provincial multiplie des initiatives pour faire du Tanganyika un pôle de croissance concret.
Et on va dire un mot sur une nouvelle en dehors de nos frontières. Vive tension entre Israël et le Hamas. Les hostilités se poursuivent avec des explosions qui ont été observées ce mercredi à Gaza. Plusieurs organisations humanitaires alertent sur une famine de masse dans la bande. Tichik Sambi. Des fortes explosions ont été observées dans le ciel de Gaza ce mercredi dans la matinée, alors qu'Israël poursuit son offensive sur l'enclave. Plus d'une centaine d'organisations humanitaires ont averti mercredi qu'une famine de masse s'est propagée dans la bande. C'est là en raison du blocus israélien et de l'offensive qui dure depuis près de 2 ans. Les désespoirs s'accroissent dans ces territoires palestiniens de plus de 2 millions d'habitants. Mardi, les frappes israéliennes ont tué au moins 25 personnes, selon des responsables sanitaires locaux. Une autre frappe a touché les tentes abritant de personnes déplacés dans les camps des réfugiés de Chati, situés en bord de mer, tuant au moins 12 personnes. Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 59 000 Palestiniens ont été tués au cours de cette guerre. Ces décomptes ne distinguent pas entre militants et civils, mais les Nations Unies considèrent ces ministères comme la source la plus fiable sur les victimes. Israël a repris son offensive en mars avec un bombardement surprise après avoir mis fin à un précédent cessez-le-feu. Les pourparlers en vue d'une nouvelle trêve traînent depuis des semaines, malgré la pression exercée par le président américain Donald Trump. De papier sur ma table pour vous informer, mesdames, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Merci de suivre la revue de presse que nous débutons avec le potentiel qui note que Doha et Washington ne suffisent pas, un dialogue inclusif exigé pour la paix. Alors que l'Est de la RDC continue de sombrer dans une crise sécuritaire sans nom, marquée par des violences, des déplacements massifs et une profonde fracture nationale, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour réclamer un dialogue national inclusif. Objectif, ramener la paix et reconstruire la cohésion entre Congolais. Abondant dans le même sens, la Percée ajoute que la tenue de ce dialogue est l'unique voie vers le retour à la paix en RDC, selon l'opposition et les leaders religieux. Alors que des efforts sont fournis pour le retour de la paix, Chronique Info informe que des combats intenses depuis 3 jours entre Wazalendo et M23 sur plusieurs fronts à Masisi et Rutshuru. Des violents affrontements opposent les combattants Wazalendo du groupe Nduma pour la défense du Congo, NDC, et les rebelles de l'AFC M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les territoires de Masisi et Rutshuru au Nord Kivu depuis 3 jours successifs. Les combats se déroulent sur plusieurs fronts, notamment dans une partie du territoire voisin de Walikale. Toujours en rapport avec la déclaration de principe de Doha, le quotidien revient sur ce qu'a déclaré le VPM en charge de l'intérieur Jacquemain Chabani et Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Devant la presse, Jacquemain Chabani s'est dit confiant et affirme qu'on est proche de la paix. À l'en croire, ce processus est sincère et va aboutir à la solution tant recherchée. En ce qui concerne notamment la restauration de l'autorité gouvernementale, elle se fait selon lui à travers la mise en œuvre des attributs du pouvoir public dans les entités. Le ministère de l'Intérieur s'y applique et il faudra redéployer des responsables de l'administration de l'État. C'est un processus qui exige la mise en place des mécanismes à mettre en place qui seront détaillés dans l'accord de paix. Autre information, c'est dans Forum des As qui rapporte que la Cour de cassation entame
proclame l'instruction ce mercredi 23 juillet dans l'affaire détournement des fonds publics par l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba. L'ancien garde des Sceaux, rappelle le tabloïd, est poursuivi pour détournement présumé de plus de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'une prison à Kisangani dans la province de l'Atiopo. Dans un autre chapitre, Doudou Fwamba sur les traces de Kazadi, explosion de dépenses en urgence. Vive colère du FMI, titre Eco News. Le FMI tire la sonnette d'alarme. Sous la gouvernance de Doudou Fwamba, les dépenses d'urgence en RDC ont atteint des niveaux records, dépassant 15% du budget total au premier trimestre 2025. Une situation qui fait dire aux experts que le nouveau ministre des Finances a malheureusement pris le même chemin que son prédécesseur Nicolas Kazadi, malgré les promesses de réforme. Un marché habitué aux tragédies, Matadi Kibala est strictement célèbre pour les drames qui s'y succèdent, indique Africa News. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.